Bienvenue à ce nouvel épisode d'Objets communs. Je m'appelle Gabrielle Desmarais et je vous partage aujourd'hui une petite surprise, un épisode bonus qui a été enregistré en direct au mois d'octobre 2024 au cœur de Mégantic lors de la grande rencontre des artisanes et des artisans entrepreneurs. Dans le cadre de cet événement organisé par Quartier Artisan, j'ai pu m'entretenir avec le joaillier de renommée internationale, Claudio Pino. Vous entendrez au fil de nos discussions toute l'admiration que j'ai pour cet artisan. C'est un exemple puissant de persévérance, de résilience, de travail et de vision d'entreprise. J'ai adoré notre entretien et j'espère que ça vous inspirera à votre tour. Bonne écoute! Ce qu'il faut savoir, ce qui est très important à savoir, moi je fais des bijoux, mais des joailliers qui font la préparation de métal comme Claudio le font, qui travaille le platine, qui est, à mon avis, un des métals, le métal le plus difficile, et qui font aussi les facettes, le travail de lapidaire, donc de travailler les pierres, tout en allant acheter les pierres dans le roc. Tu fais tout, fait que c'est très, très, très impressionnant pour toutes ces raisons-là. Puis, je voudrais commencer. En fait, j'ai tellement de questions à poser, mais la première, ce serait, Claudio, quand tu prépares un PowerPoint comme on vient de regarder, où tu fais une espèce de rétrospective, en fait, sur tout, tout le chemin parcouru. Est-ce que tu aurais pu t'imaginer que ça... Tu sais, que le petit Claudio, là, l'enfant, est-ce qu'il aurait pu imaginer ça? Est-ce que tu étais un artiste même quand tu étais tout petit? Bon, en fait, c'était un de mes rêves. Et moi, quand j'étais petit, je faisais la peinture, artiste peintre. Puis ça va durer longtemps, ça a duré jusqu'à l'âge de 10 ans. Et jusqu'à là, bon, il y a eu une bombe qui est arrivée au Chili, politiquement parlant, et il fallait quitter le Chili. C'était fini là, ma carrière de peintre, artiste peintre. Et donc, j'ai quitté pour le Canada. J'étais petit et j'étais ado, j'étais pré-ado, mettons. Puis ma famille, c'était comme éclaté un peu partout. Ma mère est allée aux États-Unis, moi je suis venu ici tout seul. Alors il fallait se débrouiller, il fallait faire quelque chose, hein. C'est la survie. Alors, dans moi, ça a toujours été le côté, la couleur, les couleurs, le côté artistique. Mais il a fallu longtemps pour que moi, justement, je puisse embarquer à quelque chose. Il fallait débrouiller, il fallait apprendre la langue, il fallait s'adapter, il fallait s'intégrer, hein, comme immigrant, en étant immigrant. Et petit enfant tout seul, j'avais pas de famille ici, fait que ça a été rough, ça a été assez dur mon parcours, mes débuts, hein, à la base. Et justement, jusqu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit dans ma vie, dans mes amitiés dans le temps, on parle d'ici des années 1996-98. Il m'a dit, hey, il y a quelqu'un qui donne un cours à l'école Saint-Henri, c'est un DOP, un petit certificat en joaillerie. Est-ce que tu faisais déjà des bijoux avant? Non. Et non. j'en faisais, oui, excusez. Faisais... J'en faisais un petit peu, mais je faisais des filages avec des pinces et tout ça. On a tous passé par là. Oui. C'est une base. Hein? Oui. On peut dire que c'est l'artisanat plutôt que la joaillerie. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que moi, je n'ai pas pensé 3 fois. Je me suis dit, je prends ces cours-là. Ça a duré 8 heures par jour à temps plein. J'ai fini, ça a été dur. Il fallait payer un loyer dans le temps. C'est la survie. Hein. Fait que je me suis dit, la discipline, c'est à partir de là que c'est parti. Ça y est, c'est rentré dans moi. Il fallait continuer. Il fallait bâtir, construire quelque chose. Quoi mieux que la joaillerie, surtout les pierres, parce que c'est les couleurs. Okay? Fait que c'est parti dans le fond avec les pierres, c'est les couleurs. C'est ce qui me fascine. C'est ce que je fais aujourd'hui. Et justement, c'est parti là. Puis moi, je ne sais pas si je devais finir là ou tu t'attends d'autres questions. Ben non, mais en fait, j'étais curieuse. Oui, je pense parce que sinon, moi, je n'arrête plus. Hein, c'est ça. mais j'étais curieuse, en fait, de savoir à quel moment, tu sais, dans ta pratique en joaillerie, tu as décidé que tu étais pour y aller pour les pièces uniques. Parce que, tu sais, dans tous les métiers d'art qu'on fait, en fait, on peut avoir une pratique qui est plus de production, on peut travailler pour quelqu'un, il y a toujours beaucoup d'avenues possibles. Ouais. Puis clairement, toi, tu as choisi de faire de la pièce unique. Puis je me demandais, à quel moment c'est arrivé? Est-ce que c'est parce que tu voulais absolument être exposé dans des galeries? Est-ce que ça a été un processus facile pour toi que de t'installer et de te faire une place dans ce milieu-là? Non, ce n'était pas facile, pas du tout, parce que je me suis dit, dès le départ, à l'école de joaillerie, pour moi, c'était clair que j'allais embarquer, puis j'allais continuer, puis j'allais évoluer là-dedans. Et dès le départ, je me suis dit, je vais faire quelque chose d'exceptionnel de ça.
c'était la chance dans ma vie de pouvoir me montrer, de prouver quelque chose dans ma démarche. Ma démarche, ça a commencé là, justement. Et c'est très large, hein? On pourrait parler longtemps de ça, mais il fallait que ça débloque à quelque part. Alors je me suis dit, pourquoi pas des bijoux qui bougent. Quelque chose qui va faire wow, quelque chose qui va se démarquer, qui va m'ouvrir des portes. Dans le fond, c'est carrément le côté artistique. Oui. Je suis un artiste. Je savais que j'étais un artiste. Alors, malgré ça, au Chili, j'avais travaillé dans plein de choses. J'étais petit, je travaillais. Puis, c'est mon père qui m'a aidé, m'a outillé. Fait qu'il fallait choisir entre travailler ou faire des bijoux. Parce qu'un bijou de haute de gamme, ça ne se vend pas tout de suite comme ça dehors. Puis ça a été difficile. Les premières années, ça a été très difficile, mais je me suis dit, c'est la persévérance. Je me suis dit, si je persévère là-dedans, si je fais la rigueur, c'est sûr que je vais arriver à quelque chose. Je ne vais pas vendre des bijoux à $4 000 tout de suite d'un shot, comme on dit, mais il fallait d'un côté faire une petite production de bijoux moins chers, mettons, pour pouvoir évoluer là-dedans. OK, tu as fait ça. C'est-à-dire, c'est-à-dire que ces bijoux-là, ils allaient financer mes bijoux de haute de gamme. OK. Jusqu'à temps que je puisse trouver une porte qui puisse me permettre de montrer à tout le monde qu'est-ce que je faisais. C'est arrivé plus tard. Ça a été quoi ta porte? C'est où? C'était le Conseil des métiers d'art. Ah! À l'époque. On parle d'ici l'année 2000 à peu près. Julien n'était pas encore là. Il y avait monsieur, je ne me souviens plus son nom, c'était qui le directeur à l'époque. Puis il y avait la galerie Créa à l'époque, déjà était là. Oui. Et puis il y avait la directrice qui, bon, ça allait bien avec elle. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais il faut que je monte ça, je veux aller plus loin, c'était le moment. Okay? Moi, je parle de ça de façon résumée, mais c'était quand même assez large, assez long comme période. Jusqu'à temps qu'elle me dit, mais Claudio, pour pouvoir rentrer ici, il faut que tu passes devant un jury de sélection. C'était mon premier jury que j'allais passer devant. Il faut que tu montres quelque chose qui va faire wow. Exceptionnel, oui. Tout simplement. Montre quelque chose, un bijou qui va faire wow, puis peut-être qu'on t'ouvre les portes. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris 6 mois pour pouvoir élaborer une bague de 3 doigts, cinétique, c'est-à-dire avec un mouvement autonome, c'est-à-dire avoir une interaction entre les bijoux qu'on porte et la personne qui les porte. Okay? Je joue beaucoup dans la symbolique avec ça, c'est très spirituel. Alors, j'ai fait ça. Ça a Je suis allé le fonctionné. montrer, Oui. puis ils m'ont dit, ça y est, tiens, prends la porte, c'est ouvert. À partir de là, c'est parti. Ma carrière y a été, c'est là que ça a déclenché, justement. Puis c'est parti. C'est parti par là-haut. Puis quand ça s'est déclenché, là, clairement, on voit que c'est des bagues. C'est que des bagues. C'est Puis des là, j'ai bagues. plein de questions par rapport à ça, mais la première, c'est Oui. pour le thème de notre entretien, tu voulais que ça s'appelle, tu proposais que ça s'appelle le pouvoir des bagues. Puis je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui fait qu'une bague est si puissante? Pourquoi le pouvoir des bagues? Justement, je parlais de ça, c'est la suite à ce que je viens de dire, c'est le côté spirituel. Hein. Je veux dire, depuis toujours, on parlait de l'arbre d'être 6000 ans, qui a tout vu. Il y a tout vu, puis il n'y a pas tout vu, mais dans le sens qu'on transpose les côtés de l'histoire des bijoux. Ça fait 6000 ans que les bijoux existent. C'est parti du temps des Romains. Ben, en fait, les Romains, ils ont pris la relais parce que c'était les Égyptiens à la base. Okay? C'est eux c'est le premier homme, la première personne qui a décerné, qui a donné un bijou de fiançailles à une femme, c'était un Égyptien. Mais c'était des pharaons, puis tout ça. Okay? On passe, c'est une autre époque, un autre contexte. Mais c'était ça. Dans l'histoire, c'est parti de là. Après, bon, les Romains, ils ne sont pas venus par-dessus, puis ils ont copié un peu, là, puis ils ont commencé eux-mêmes à développer ça, le côté artistique en joaillerie, justement.
Là, j'ai perdu le fil. Je Non, sais non, pas mais si c'est très bien. En fait, je me demandais pourquoi, qu'est-ce ouais. qui rendait des bagues aussi puissantes? Mais je comprends que c'est Oui. toute la portée historique, la portée spirituelle Ouais. aussi. Puis est-ce que tu mentionnes aussi que tu aimes ça quand la bague appartient à la main? Oui, justement, Qu'est-ce que ça veut dire? on parle du côté symbolique. Justement, quand j'ai conçu pour la première fois une bague cinétique qui interagit avec la personne, c'est là la symbolique tout de suite. Je veux dire, il y a déjà un contact avec les bijoux. Et dans l'histoire, je parlais de l'histoire justement parce que tout est relié à l'histoire. Hein. Et tous les bijoux qui ont été faits selon l'époque, ça a été relié à des cérémonies, ça a été relié justement à l'amour qu'on peut donner à quelqu'un ou dans son funéraire. Les Romains ils ont fait une bague de 3 doigts. Je me suis dit, parce que moi j'ai étudié beaucoup l'histoire du bijou pour pouvoir aussi avoir des repères. Okay? On dit beaucoup que dans les arts, on s'inspire toujours de quelque chose. Bon, mais moi je suis dans l'histoire. Puis, à un moment donné, j'ai vu une bague à 3 doigts. Je me suis dit, mais ça doit. C'est quoi ça? Ça doit dire quelque chose. Je suis allé, puis j'ai lu, j'ai fait mes recherches, comme on dit. Puis, c'était les Romains qui ont fait. C'était pour quelqu'un. C'était une cérémonie de la mort, dans le fond. Quand on décède, bon, je ne suis pas allé plus loin dans la recherche, mais on donnait ça à la personne qui est décédée. Alors, c'était ma première bague à 3 doigts, justement. C'est parti de là. C'était pas une inspiration des bling-bling des États-Unis dans l'époque qu'on portait plein de bijoux, des poids lourds, mettons. Oui. Mais non, c'était dans l'histoire. Les premières bagues à 3 doigts, 2 doigts, 4 doigts, c'était les Romains qui ont commencé à faire ça. On parle de quoi, 5000 ans, à peu près? Alors, c'est là la symbolique. C'est toute la symbolique, ça vient de là. Quand on donne un bijou, quand on porte un bijou, soit c'est une amulette, soit c'est quelque chose qu'on aime, qu'on adore. C'est comme c'est un objet, mais ça va au-delà de l'objet, justement. C'est l'énergie qu'on met dedans. C'est à peu près comme une énergie qu'on porte. C'est une amulette. Oui, exact. Ouais. Puis est-ce que c'est pour ça que tu fais que des bagues, dans le sens où est-ce que tu te sens... est-ce que pour toi, c'est comme d'être contraint, donc tu deviens créatif dans ce créneau-là, ou tu te sens pris justement dans le format? Est-ce que as-tu des pulsions des fois de faire des boucles d'oreilles ou de faire des goûts de faire un bracelet de cheville? C'est une bonne question, ça. Et non, je me suis dit, si je veux me faire démarquer, si je veux suivre une ligne, me spécialiser à quelque chose, c'est de dire, oui, on voit ces bijoux-là, on voit la bague, ça c'est Pinot. Mais il fallait commencer par là. Je me suis dit, comme j'ai raconté à Kim, justement, qui m'avait posé la question dans le temps, moi, j'aime beaucoup les défis techniques aux profs des écoles, justement, et les défis techniques dans les bijoux. Et tout est possible dans les bijoux. Tout est possible. Alors, je me suis dit, je vais mettre une coche de plus, comme on dit. Je vais faire des bagues. Parce que les bagues, on les porte. C'est un organe qui bouge. Les bijoux peuvent bouger, on les voit tout le temps, on les regarde et les gens les voient. Ça se porte. Alors, il faut que la soudure, les points de soudure soient très bien faits. Il faut que le bijou soit d'une qualité exceptionnelle, plus qu'un pendentif, un boucle d'oreille, un pendentif ou un bracelet. OK, je comprends. C'est techniquement parlant, c'est plus challengeant de faire des bagues. Oui, c'est la raison pour laquelle tu vas là. C'est le côté challenge. Je t'entendais tantôt dire que tu voulais avoir une espèce de fil conducteur, une marque. C'est des Pinot. C'est Claudio Pinot qui a fait ça. Est-ce que, tout comme tu contrôles extraordinairement bien toute ta pratique technique, la façon que tu facettes les pierres, la façon que tu choisis les pierres, est-ce que tu as ce contrôle-là, en quelque sorte, aussi sur tout ton brand, là, dans le fond, sur ta vision d'entreprise? Est-ce que c'était clair pour toi que, est-ce que as-tu une stratégie? Avais-tu un plan? Parce que tu as l'air très organisé, là, Oui, mais ça s'apprend, ça se bâtit, là, oui, ça se réfléchit beaucoup. Et moi, j'ai beaucoup réfléchi là-dedans, puis je me suis passé des années à construire ça, à bâtir la marque, la signature. Il y a une signature. Il faut qu'on la voie, la signature. Comment qu'on fait? C'est pas facile. C'est du temps, c'est de la persévérance, c'est beaucoup de rigueur, beaucoup d'énergie. Et c'est ce que j'ai mis dedans. Alors, je me suis dit, je vais aller avec les bagues. Je vais performer avec les bagues. Puis, c'est sûr qu'à la fin,
ça va donner quelque chose de spécial. Ça va Exactement. donner quelque chose, on va avoir des résultats. Et c'est sûr que quand on est capable de faire des bails comme ça, on est capable de faire des bracelets. Si jamais il y a un client qui arrive, c'est déjà arrivé. Mais j'aimerais savoir les kits, comme on dit, au Ouais. complet. Bon, on va les faire, c'est sûr. Oui, Ouais. exact. Puis, tu sais, tout comme tu sais, il y a beaucoup de, justement, de contrôle. Tu avais une vision, tu as vraiment travaillé fort, il y a Oui, de la persévérance, mais tu sembles dire aussi beaucoup qu'il y a de la chance. Tu sais, oui. tu me racontais dans les entretiens qu'on a eus, tu sais, préalablement Pardon. à cette rencontre-ci, tu me disais que la chance, ça se construit. Puis, Oui. comment est-ce que cette chance-là dont tu sembles avoir bénéficié peut avoir été démontrée dans ta pratique? Tu sais, à quel moment tu as été chanceux? Ouais, En mais quelque sorte. en fait, c'est fou ça, parce que ça va dans mon histoire à moi. La chance, moi je peux dire que la chance, ça se construit. Pourquoi? Et la chance, là, on peut la décortiquer. Il y a un 10%, un 20%, un 30%, un 50% qui est la chance. Bon, c'est de la chance. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Mais pourquoi pas rajouter l'autre 50%, l'autre 30%, puis la bâtir, la chance? Parce que c'est facile de dire, ah, je ne suis pas chanceux. Ah oui, je suis trop chanceux. Mais moi, j'ai quitté le Chili en pleine guerre et ça n'a pas été facile. Je suis arrivé ici tout seul, comme je viens de dire. Et il fallait pas que je pose tout ça sur la chance. C'est vrai que bon, j'ai été chanceux, mais la chance, ça s'est construit, ça s'est bâti. C'est quelque chose que j'ai appris. Ok. À partir de là, bon, j'ai des repères. À partir de là, je me suis dit, ok, j'ai pu me dire, bon, ben, je vais me projeter dans l'avenir. Comment? J'ai fait un plan, Oui. justement. J'avais une vision, puis je l'ai construit, je l'ai bâti. Puis est-ce que, par exemple, un contrat, là, comme Hunger Games, puis Ouais. comme les films hollywoodiens, est-ce que ça, c'était de la chance? Comment est-ce que ça arrive dans une pratique comme la tienne que ça tombe? C'est extraordinaire. Ça, c'est assez complexe. Et moi, je parle beaucoup de la chance, je parle beaucoup de la bonne étoile, je parle beaucoup de l'effort qu'il faut mettre sur ça pour pouvoir bâtir ça. Quand j'avais tout ça, à un moment donné dans ma vie, on parle de l'année 2010. Et il y a eu lieu une exposition à New York, au cœur de New York, en face des MoMA, une galerie qui s'appelait, parce qu'il n'existe plus, Aaron Faber. On a été invité à une gang de Québécois et de 14 joailliers, 7 femmes, 7 hommes. Et c'est la SOE qui était impliquée et le Conseil des métiers d'art qui était impliqué aussi. Puis on s'était pointé à New York, une grosse expo. Hein, grosse expo, et la crème des joailliers québécois. Puis j'étais fier de ça. Alors moi, je me suis dit, c'est ma chance dans l'international. J'étais déjà connu dans l'international, mais ça, aux États-Unis, ça m'a donné la chance de, justement, de me dire, je vais tout montrer. Et dans la galerie, ça, c'est une anecdote. Dans la galerie, la propriétaire de la galerie, il avait dit, il ne faut pas ouvrir les vitrines pour ne pas se faire voler, à cause des assurances et tout ça. Moi, j'étais un peu révolté. Oui. Je suis révolté de nature. Je me suis dit, mais comment je peux être ici avec une quarantaine de bijoux, avec beaucoup de monde, avec toute une machine qui roule, puis pas pouvoir montrer, toucher mes bijoux, puis montrer aux clients. C'est comme, pour moi, c'était impensable. Alors, je me suis dit, mais je vais l'ouvrir pareil, la vitrine. Je l'ai ouvert, la vitrine, j'ai montré à tout le monde, fait que tout le monde sont venus voir mes bijoux. Les autres joailliers n'ont pas osé ouvrir leur vitrine. Bon, c'était leur décision. Moi, j'ai assumé. Je me suis fait voler un bail. Oh, wow, OK. Le côté plat de la chose, mais ça, c'est rien comparé à ce qui est les retombées positives, qui est l'exposition, puis le fait que je me montre mes bijoux à tous ces gens-là, que j'ai laissé toucher. Et parmi ces gangs-là, qui avait au moins avec 200 personnes, il y avait des collectionneurs, des clients, et des propriétaires de galeries, et beaucoup de monde. Puis parmi ça, il y avait une styliste qui dans le moment, je ne m'en souviens pas son prénom, mais Somerville. C'était le styliste du film Hunger Games et le film Dark Tower aussi. Ouais.
Alors, ça a commencé avec Hunger Games. Elle avait dit, elle ne s'était pas prononcée, elle ne s'était pas identifiée sur les coups. Et c'était arrivé 2 mois plus tard, j'étais déjà rendu à Montréal, quand j'ai reçu un email du Conseil des métiers d'art, justement, qui m'ont dit, il y a telle personne qui veut te contacter, es-tu disponible? Moi, je suis oui, tout de suite. Il ne fallait pas manquer la chance. Puis, justement, on m'invite pour faire partie du film. Mais il fallait envoyer des bijoux. Ce n'était pas fini là. Et j'imagine qu'il y avait une table avec beaucoup de joailliers, puis il fallait choisir durant la séance des stylistes. Puis est-ce que c'est des bagues que tu avais déjà faites, ou tu en as construites, ou tu en as fabriqué pour ça? Non, c'est des bagues que j'avais déjà, c'était déjà construit, fait qu'il fallait envoyer. J'ai envoyé une douzaine de bagues, puis il y a eu 2 bagues qui ont été choisies pour le film. Puis, il y en avait d'autres bagues aussi, d'autres artistes qui ont été choisis, mais c'est mes bagues à moi qui on voit pendant tous les films, justement, dans les 2 petits auriculaires. Oui. Puis quel impact que ça a, une espèce de chance comme ça, justement? Est-ce que tu as eu des retombées? Ça a été un game changer? C'était une bombe nucléaire. Une bombe nucléaire. Une bombe nucléaire. Comment ouais. on gère ça? Parce que j'avais déjà mon parcours, j'étais déjà connu ici. Ben, en fait, j'étais connu seulement. Mais là, c'était boule de neige. Oui. C'était boule de neige. Et tous les magazines, toutes les revues, les galeries aux États-Unis, ça n'arrêtait pas. Ça. J'étais débordé. C'est ça, parce que qui s'occupe de ça? Est-ce que toi, tu portes tous les chapeaux, là? Est-ce que c'est toi qui fais ta relation de presse aux États-Unis et tout ça? En fait, il y avait la galerie, il y avait, comment tu viens de dire, quelqu'un qui s'en occupait de ça. Oui, de les relations de presse. Oui, relations de presse. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que parmi la gang qu'il y avait à la galerie, il y avait ces femmes-là qui étaient là, mais je ne savais pas qui étaient là, mais ils étaient là. C'est ça. Alors, sûrement que j'ai parlé avec elle aussi, puis elle m'a choisi. Puis après, mais moi, je pensais surtout aux retombées ensuite. Quand tu viens qu'à avoir justement cette bombe nucléaire-là, tous les courriels, les demandes d'entrevue, est-ce qu'il y avait des clients qui t'ont contacté? Comment tu as géré cette espèce de... C'était pas facile à gérer parce que là, ça a commencé les invitations pour exposer un peu partout aux États-Unis. Et les revues, les magazines d'art, bijoux, et dans toutes les racines de la joaillerie, les écoles, et justement, présenter mon travail dans des événements comme aujourd'hui ici. Et c'était fou, c'était la folie. Des gens qui commandaient, justement, c'est là que c'est parti, justement. La haute de gamme qu'on appelle, c'était là que c'était déclenché. Ça veut dire que le bijou des 1000 plus, j'ai dit 1000 plus, mais dans le fond, c'est des 5000 plus, c'était là, c'était arrivé, pas par magie, parce que j'ai travaillé fort pour, mais je crois à la magie. Il y a un pourcentage de magie aussi, mais il fallait se donner. Il fallait oser, il fallait faire des choses, des fois, comme ouvrir la vitrine, quand ce n'était pas permis de l'ouvrir. Je me suis fait voler une bague, ok, c'est correct, je paye les prix, mais les retombées qui sont venues par après, c'est formidable. Puis c'est ce que je trouve intéressant. Tantôt aussi, on s'en parlait du fait que tes bagues, en fait, elles sont exposées, mais elles reviennent à la maison. Elles reviennent à ton atelier parce qu'elles sont rarement vendues parce que tu veux les garder, tu les aimes d'amour. Mais ce que ça engendre après, c'est une clientèle qui t'en commande sur mesure pendant l'année. C'est ça? Oui. En fait, c'est des bagues, les bagues 3 doigts, 4 doigts, les bagues sculpturelles que j'appelle. Et ces bagues qui sont, en fait, sont faites en platine, or, 18 carats, 24 carats. C'est des métaux très chers. Mais vu le travail, la création, moi, quand je charge pour une bague, c'est la première chose, c'est le modèle, c'est la pièce unique. C'est ça qui prend les majeurs prix, la majeure partie du prix. Après, c'est les métaux, les restes, les pierres, puis tout ça. Mais moi, quand je fais une bague, un bijou, c'est de A à Z. Ça veut dire que je travaille la pierre et les métaux. C'est tout est fait par moi. Chaque chose qu'on voit là, ça, c'est une bague cinétique, justement, qui bouge. Puis ta clientèle, Claudia, tu la trouves où? Tu sais, il y a les gens, évidemment, qui te trouvent en galerie. Puis sinon, est-ce que tu fais du TikTok? Si moi, j'étais dans le moment au Chili, parce que moi, je suis originaire du Chili, et
ça serait beaucoup plus difficile. Parce que les États-Unis, c'est très loin. Mais nous, on a la chance d'avoir les États-Unis. Moi, j'ai une chance à côté de chez nous. C'est à 80, pour parler plus loin, 95% des clients, c'est des Américains. Pas parce qu'ils ont plus d'argent, c'est parce qu'eux, ils apprécient le côté artistique de la joaillerie. Il y a des gens, il y a des collectionneurs, il y a toute une gamme de gens qui sont autant des gens qui aiment porter ça, qui vont dire, mais comment qu'on porte un bijou comme ça? Mais mes bijoux, ils sont portables. À la base, là, quand j'ai commencé à faire des bijoux, je l'ai appelé, ma compagnie, je l'ai appelé Art Portatif. Alors, ça dit tout. Et ça paraît extravagant, mais c'est des bijoux qui se portent. Est-ce que peut-être ils vont se porter pour une soirée, un événement spécial? Oui. Est-ce qu'il y a des bijoux qui vont se porter à tous les jours de façon quotidienne? Oui. Et c'est le client qui décide, dans le fond. Puis une grande force que tu as, c'est que tu sais exactement à qui tu t'adresses. Parce que je pense que c'est important aussi quand on crée un produit, que ce soit une œuvre d'art ou quoi que ce soit, c'est que toi, tu sais à qui tu t'adresses, puis tu sais que ça ne vaut pas la peine que tu t'éparpilles sur 3 millions de réseaux, parce que théoriquement, c'est sur Facebook que ça se passe. Oui. Et en fait, la plupart de mes clients, c'est des gens qui n'aiment pas ça aller ailleurs, disons, dans les réseaux sociaux que Facebook. Alors, depuis toujours, je me concentre à mettre les paquets, comme on dit, sur Facebook. Oui, puis c'est à un correct, moment donné, il y a ça. eu des hauts, des bas avec les Facebook, mais il y a une clientèle qui est fidèle à ça. Puis c'est là que, comme moi j'ai dit, c'est les Américains, surtout les femmes, qui achètent mes bijoux. Et c'est des gens qui vont apprécier le côté artistique de la chose, puis ils vont payer les prix qui coûtent les bijoux. Dans ton parcours génial, là, qui est parsemé de chance puis qui est parsemé de persévérance, est-ce que il y a des moments où tu t'es dit, je pense que je vais devenir facteur, ça me tente plus? On a toute la période fleuriste-facteur, à un moment donné où tu es comme, je pense que ça me tente plus. Mais est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé? Parce que ça m'est déjà arrivé, mais ça m'était arrivé au Chili avant que je commence ma carrière en bijoux. OK. Moi, j'ai fait toutes sortes de jobs, en étant immigrant. Et on commence à zéro, hein. On arrive dans un pays qu'on ne connaît pas la langue, il fallait l'apprendre. Comme tout immigrant qui arrive, tout nouveau arrivant, il y a des étapes à suivre. Mais je les ai faites, mes étapes. Mais tu t'es pas, dans ton parcours de joaillier, il n'y a pas un moment où tu t'es découragé puis que tu t'es dit, peut-être qu'il faudrait que je fasse autre chose. Tu t'es pas offert. Oui, OK. Mais c'est une bonne question, parce que dans le fond, et moi, on parle. C'est beau, hein, parler des bijoux. Mais des fois, ça dure 5 minutes, ce questionnement-là. Un bijou de 15 000 $, un bijou de 10 000 $, un bijou de 5 000 $. C'est facile de dire ça. Moi, je vends mes bijoux. Mais non, il y a une transition à faire. Je dis, j'ai commencé des bijoux à part-temps. Bon, je me suis dit, je ne vais pas commencer à faire des bijoux à 25 $. C'est pas parce qu'il y a un préjugé, c'est parce qu'il fallait commencer quelque part. Déjà, je savais que j'avais un code. Je savais que j'allais faire des beaux bijoux. Puis, parce que je me connais, je me mets. Okay? Je suis très généreux à la base. Alors, je me suis dit, progressivement, justement, et je vais commencer à monter mes prix. Et c'est de l'art. L'art, il y a des prix, il y a des... Là, j'ai perdu le fil un peu. Non, mais en fait, ma question, c'était, je trouve que quand on a une pratique comme tu as, comme on essaye tout le monde d'avoir, en fait, il y a tout le temps un moment donné où on se dit, je ne sais pas si ça vaut la peine. Je suis découragée. Ou aujourd'hui, financièrement, c'est plus tough. Peut-être que je devrais aller me trouver un autre job. Ou est-ce que je suis vraiment bon? Ou est-ce que la réponse est... Ça ne veut pas dire que ça enlève rien au travail, mais c'est plus de se dire, est-ce que c'est humain de penser qu'il y a des fois où on veut se décourager? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, mais c'est sûr, il fallait payer les factures. Hein. C'est sûr qu'à un moment donné, il fallait penser compagnie, il fallait penser, comment j'ai fait pour pouvoir financer ces bijoux qui coûtent cher, avec la matière première, avec les bijoux. Bon, j'ai commencé des bijoux en argent, comme il fallait en bas de l'échelle, comme on dit. Puis je me suis dit, OK, je vais faire, à un moment donné dans ma vie, je me suis dit, je vais faire une collection avec de la haute gamme et des bijoux plus accessibles. Bijoux faits en argent, avec des matériaux moins chers,
pour pouvoir financer ça. En fait, c'était ça mon plan à moi, de pouvoir financer mon avenir dans la joaillerie artistique. Puis qu'est-ce que ça a été tes plus grands défis, tes plus grandes embûches, mettons, dans ce grand parcours-là? Y a-tu des moments où tu as fait comme « Ah, là, j'ai vraiment été bon parce que j'ai réussi à vaincre cette affaire-là ». Oui, mais percer dans les, comment on dit, dans les hauts niveaux. Ça a commencé justement dans les conseils des métiers d'art. Donc, il y a un représentant ici, c'est en arrière. Et comment que j'ai fait ça? Il fallait, à l'époque, on parle de l'année 2000, ok, 2000-2001. Et ça bougeait beaucoup sur la planète à cette époque-là à cause de la guerre et tout ça. Puis je me suis dit, ça me prend un plan. Il faut qu'à l'époque, le Conseil des métiers d'art à Montréal, il y avait la galerie Créa. C'est une galerie qui allait justement percer dans l'international, montrer les métiers d'art du Québec à l'international, surtout aux États-Unis. Puis on faisait à l'époque les shows aux États-Unis. Puis pour rentrer dans ce petit clan et des gens qui font des belles choses, et je me suis dit, c'est la prochaine étape, c'est le prochain step. Il faut percer, il faut que je puisse rentrer dans cette élite-là des artistes reconnus. Et il fallait faire quelque chose, il fallait planifier comment je fais. Je n'ai aucune idée comment faire. Mais je vais bouger. Je suis venu ici en étant un réfugié politique. Puis est-ce que c'est à ce moment-là que tu as J'en fait connais quelque chose. Oui, ben oui, c'est ça. Puis c'est à ce moment-là que tu as fait ta grosse bague, tu as réussi à passer ton jury, puis à rentrer dans ton Là, à truc. l'époque, j'ai approché la directrice des Galeries Créa au Conseil des métiers d'art, puis j'ai demandé conseil. J'ai dit, je ne m'en souviens plus son nom dans le moment, mais bon, en fait, j'ai dit, comment on fait pour rentrer là? Puis elle m'a dit, mais il faut que tout le monde ait quelque chose d'exceptionnel. Mais oui, puis c'est ça tantôt tu nous en parlais de ce processus-là, puis que ça avait été comme un beau challenge pour toi, là, c'est clairement. Puis tu as bien réussi, assurément. Oui. Amène-nous quelque chose d'exceptionnel. Puis tu as passé ta grande porte. Oui, il faut passer devant un jury. Puis c'est le jury qui va décider si oui ou non. Puis avec j'ai fait quelque chose d'exceptionnel, une bague justement cinétique. Là, j'ai mis le paquet. Ça m'a pris 6 mois la concevoir, la créer, la fabriquer. Puis je l'ai présentée. Puis c'était la première fois, c'était la porte qui s'est ouverte au monde des galeries, puis à l'international. Puis dans le cadre d'un parcours comme le tien, comment est-ce qu'on fait pour préserver notre flamme? T'sais, comment est-ce qu'on fait pour préserver notre passion à travers toutes ces années? Est-ce que tu te donnes encore des défis pour la suite? Il faudrait que j'explore telle matière. Il faudrait que j'aille encore plus loin dans ma façon de travailler les pierres. As-tu encore des choses? As-tu encore des petits défis personnels, même techniques, au niveau de tes bagues que tu as le goût d'aller explorer dans les prochaines années? C'est une très bonne question. Ça a toujours été comme ça. C'est la seule façon, c'est l'essence, c'est l'énergie qui me fait bouger, c'est de s'améliorer, de chercher des nouveaux avenues, d'aller plus loin, justement. Moi, j'ai commencé avec les cuivres à l'école comme matière première. Et je n'avais pas plus d'argent pour me payer des matières plus chères. Et par après, c'était l'argent. Après, bon, j'ai vendu une bague, je peux financer une bague en or. Puis petit à petit, j'ai commencé à monter, à faire des bagues en platine, matière première que j'adore. Mais ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait après le platine puis les pierres taillées? Tu sais, c'est quoi le next step? Qu'est-ce que ça serait, hein? Mais tu peux jouer avec toutes les matières. OK. Tu prends toutes ces matières-là. Il n'y a rien qui t'empêche de faire un bijou en platine puis mettre un petit quartz, pas cher. OK. Mais une belle pierre quartz, Oui. mettons. OK? Il n'y a rien qui t'empêche de faire une bague en or à 18 carats puis mettre un petit morceau en cuivre à côté. Et peut-être un peu oxydé avec la couleur verte qui vient chercher. Tout est possible. On peut aller dans tous les sens. C'est ce que j'ai fait. Je fais un peu comme un scientifique. En fait, là, tu vas dans tous les... Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce que je peux mixer? Qu'est-ce que je peux mettre comme pierre? En fait, là, on s'amuse avec ça. Parfait. On peut s'amuser. C'est comme un scientifique. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce que ça va donner? Et... Puis là, il y a un résultat. Ça t'amène à une autre chose. Puis ça va t'amener à une autre chose. Puis c'est là qu'à un moment donné, il y a un moment déclencheur qui dit hey, c'est ma signature que je viens de. Ça sortit. Il y a ma signature qui vient voir la lumière. C'est par là que je m'en vais. C'est ça le créneau que je vais aller explorer, mais à profondeur.
Puis comme c'est C'est un comme grand... des formules, hein. Ouais. C'est un peu... Non, mais c'est intéressant comme démarche puis comme parcours aussi. Puis clairement, tu es un grand passionné. Tu sais. Est-ce que tu vas faire des bijoux toute ta vie? Te Toute vois-tu ma vie. faire des bijoux? Oui, Oh oui, ça c'est oui, c'est clair. Ouais. toujours, toujours. C'est ça, Toujours, tu rêves toujours. pas d'une retraite couchée sur le dos. Mais Là. écoute, moi, j'ai fait tellement de jobs dans ma vie. J'ai toujours été un bon travailleur grâce à mon père. J'ai jamais eu peur de faire quoi que ce soit. Quand je suis arrivé ici au pays, j'ai commencé à faire la vaisselle, laver la vaisselle. Je lavais la vaisselle de tout le monde. Puis c'était une partie, c'était quelque chose qu'il fallait traverser, il fallait faire pour pouvoir continuer. Moi, en tout cas, je savais que j'allais continuer à franchir des étapes. Pour Ouais. moi, c'était clair. C'est pas une magie, quelqu'un qui c'est pas sorti du ciel là, il dit ah fais ça. Non, c'est Tu savais. mais ça c'est à chacun là. Je veux dire, on peut pas dire tout le monde est pareil non plus. Absolument, Hein, mais tu as ouais. clairement une très belle C'était ma persévérance. destinée. Tu sais. Ouais. Puis, Ouais. à la lumière de tout ton parcours, est-ce que tu aurais des conseils à donner tu sais, pour ceux qui commencent ou pour. Tu sais, moi, j'ai des étudiants ici qui commencent en joaillerie, mais ça s'applique à tous les métiers d'art. Est-ce que Oui, tu c'est aurais ça. des conseils à dire ou des faire comme, hey, faites pas comme j'ai fait ou, ou oui, faites comme j'ai fait? On peut faire comme moi. On peut Oh, faire comme ok. moi parce que non mais C'est regardez. super simple. Faites tout Oui, comme non, mais Claude. on est tous différents. C'est ça l'humain. Hein. Même les fourmis sont tous différents. Chaque individu est différent. OK? Mais il y en a des individus qui ont les mêmes ambitions. Ils sont un peu comme nous aussi. Peut-être pas parfaitement pareil. Mais et pourquoi pas? Je veux dire, moi, c'est ça. Et j'ai jamais pensé que j'allais être un joaillier. Quand j'étais enfant, mon père, il avait un petit sacoche, une petite boîte avec des bijoux très bien gardé, serré à clé pour pas se faire voler peut-être, je sais pas mon père, mais j'ai toujours trouvé la façon de pouvoir ouvrir ces coffrets forts puis aller regarder les bijoux, mais juste regarder, juste fouiller puis regarder. Fait que déjà c'était dans moi. Puis à l'époque, j'étais enfant, j'ai jamais pu imaginer qu'à un moment donné dans ma vie, j'allais devenir un joaillier. Alors peut-être que tout était, c'est déjà écrit, je ne sais pas. On va pas rentrer dans Non, mais la ça se méthode. peut. Puis on dirait Oui. que moi, ce qui me vient, c'est que si j'avais des conseils, on dirait que c'est pas mon rôle aujourd'hui, mais à Oui, t'entendre, j'aurais envie de dire trouvez votre signature qui vous est oui, propre, oui. travaillez beaucoup avec. Mais pour moi, le secret, si on peut dire le secret, je veux dire, c'est la persévérance. Il faut croire. Il y en a des gens qui croient en Dieu, il y en a des gens qui ne croient pas en Dieu. C'est si banal que ça. Je veux dire, il faut croire en soi, il faut croire à ce qu'on veut dans la vie. Et quand on est découragé, on n'a pas d'énergie, croire à quelque chose, ça donne de l'essence. Je veux dire, ça nourrit l'esprit et c'est ce que j'ai fait. Moi, je suis arrivé ici au pays, je ne connaissais pas la langue, j'étais complètement dépourvu de tout et j'étais un enfant. Et puis j'ai appris tout ça, C'est pas quelqu'un qui m'a dit fais ci, fais ça. Et j'ai tombé très bas aussi, comme tout le monde peut-être là, à un moment donné dans sa vie. Mais il fallait savoir se relever, puis dire ok, bon, écoute, on continue. Et puis moi, à un moment donné, il y a quelqu'un dans ma vie, j'étais dans un bar, imaginez-vous. Imaginez-vous, quelqu'un qui arrive, un ami me dit hey Claudio, tu sais quoi, on donne un cours en joaillerie à l'école Saint-Henri, dans le quartier Saint-Henri, à Montréal, un cours à temps plein, 8 heures par jour, et pendant 3 ans. Puis je me suis dit, bingo, c'est ça que j'ai attendu. Exact. Et la Puis suite. j'étais dans une période Oui. dans ma vie que j'avais pas de famille ici, il fallait travailler, il fallait débrouiller, comme on dit. Puis en plus, il fallait prendre ces cours-là pendant 3 ans. Ça n'a pas été facile. J'étais découragé plusieurs fois. J'ai failli lâcher plusieurs fois. J'avais des bons profs, parce qu'il y avait des bons profs qui m'ont dit, décourage pas, Claudio, on connaît ton affaire, ta situation, mais continue. En même temps que j'allais à l'école, il fallait travailler aussi. Et j'avais pas un papa, ni une maman, ni un frère qui venait m'aider. Fait que ça m'a rendu plus fort. Et puis je voulais aller plus loin. Dans le fond, il faut vouloir. Oui, c'est ta grande Oui, volonté c'est qui ça. t'a porté. Oui. Mais ça, c'est construit. C'est pas vrai qu'il faut compter sur les autres. Il faut compter sur soi-même puis continuer. C'est sûr, j'ai failli plusieurs fois de lâcher, de carrément débarquer.
Mais je ne sais pas Mais qu'est-ce qu'est-ce qui qui est t'a arrivé. ramené? C'était ça ma question. Quand tu voulais lâcher, comment t'as fait pour te ramener? Ben, c'est parce que j'avais pas papa, maman, un grand frère qui Ouais, disait, OK, écoute, là, va te reposer. Non, mais il fallait continuer. Ouais, Il je fallait se comprends. relever puis continuer. Tu t'es pas laissé de plan B. C'est ça. Tu es resté à ton plan A, puis ça a été ça. Oui, ça n'a pas été facile, mais c'est quelque chose qu'on a tous dans nous. Fait que Mais merci. c'est ça les êtres humains. Hein. On a des grandes capacités qu'il faut développer puis il faut faire sortir. C'est fini, merveilleux. hein, Non, c'est pas, Ok. c'est pas terminé. On dit merci parce que Ouais. on va bientôt passer à la période de questions. Oui. Mais je voulais te dire merci pour Ça fait plaisir. ta franchise, ton honnêteté, puis pour ton partage généreux aussi. Je sais qu'on aurait pu parler des techniques. Je sais que tu aurais été ouvert, qu'on parle de chacune de tes bagues pendant des heures. On manque de c'est temps. ça, enfin, oui. Mais quand même, c'est un privilège de pouvoir avoir échangé avec toi. N'hésitez Merci. pas à aller suivre sur les réseaux sociaux le travail de Claudio Pinault. C'est très Oui, merci. impressionnant, c'est merveilleux. Merci. Puis avant de poser les questions, j'aurais aimé savoir qu'est-ce que, avec le balado, on a tendance à demander qu'est-ce qu'on souhaite. Qu'est-ce que je te souhaite, Claudio Pinault, pour les prochaines années? Prendre une respiration. Oui. La santé, dans le fond. Santé mentale, santé, tout sortes de santé tout court. La santé. Ça prend mais- ça, oui. mais je te souhaite la Ouais. santé. Parce que là, avec la santé, on a l'énergie, on a la force de pouvoir continuer. Exact. Ouais, Mais ouais, je le ouais. souhaite fois 1000. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je tenais à vous dire un gros merci d'avoir pris le temps de nous écouter aujourd'hui. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, on veut le savoir. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions et vos questions sur la page d'Objets communs, parce que vos commentaires, vos encouragements et votre soutien nous font du bien et nous poussent à continuer. Si le cœur vous en dit, laissez-nous aussi plein d'étoiles. C'est ça qui contribue au succès et à la longévité de notre beau balado. Vous avez adoré cet épisode? N'hésitez pas à le partager avec vos collègues, vos parents, vos amis. Non seulement ça nous permet de faire rayonner le balado, mais en plus, ça vous permet de partager votre pratique. Et pour ne rien manquer de nos prochains épisodes, abonnez-vous à Objets communs sur vos plateformes de balado préférées et suivez-nous sur les réseaux sociaux. J'aimerais remercier Sarah Giroir, directrice de Quartier Artisan, grâce à qui tout ça est possible. Merci à Rachel Fortin pour avoir réfléchi le concept avec moi, d'être ma partenaire de feu à chaque étape et de contribuer grandement à la réalisation de ce merveilleux projet de cœur. Merci à Victor Saliba pour son travail magique à la captation et au montage. Merci à Daniel Béargent pour la musique qui accompagne si bien nos épisodes et à Kat Laporte pour la création de notre magnifique visuel. Ce balado existe grâce à Quartier Artisan. C'est un organisme qui a pour mission de rassembler les artisans et les artisans d'entrepreneurs québécois et québécoises et de les accompagner dans leur développement professionnel. Le partage entre pairs par des activités d'accompagnement, de formation, de mentorat et de réseautage est au cœur de son approche. Ils sont vraiment trop méconnus et leur travail est extraordinaire. Je vous invite à aller les suivre sur les réseaux sociaux, à aller visiter leur site web à quartierartisan.com et de vous inscrire à leur infolettre. Je m'appelle Gabrielle Desmarais. Merci encore du fond du cœur pour votre écoute et à très bientôt.